Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons d'une statue de Jacques Cartier quelque peu particulière. Montréal Hanté a pour mission de vous faire connaître quelques-uns des plus de 300 fantômes répertoriés à Montréal. Pour en savoir plus sur l'organisation, je vous invite à suivre les liens dans la description. Je vous invite également à vous abonner à nos capsules pour n'en manquer aucune. Et maintenant, parlons fantômes. Surplombant le parc Saint-Henri se trouve une statue de Jacques Cartier, prenant une pose victorieuse sur une fontaine ornée des têtes de 4 autochtones décapités. Le monument a été décrit par des activistes comme colonial et raciste. Si certains citoyens veulent que la statue soit enlevée parce qu'ils célèbrent le génocide, d'autres veulent qu'elle disparaisse parce qu'elle serait hantée. Les yeux de la statue suivraient les gens. Certains l'auraient entendu ricaner la nuit, et un groupe de touristes a été choqué lorsque les têtes indigènes ont commencé à cracher ce qui semblait être du sang. À Montréal, les statues sont sous la responsabilité du Bureau d'art public. Mise en place en 1989, l'organisation est responsable de la gestion de la collection municipale d'art public et de leur acquisition, maintenance, restauration et promotion. Aujourd'hui, la collection comprend plus de 320 œuvres intégrées dans les espaces publics et bâtiments municipaux. Il y a des statues, des monuments, des murales, des fontaines et des sculptures. En ce qui concerne la statue de Jacques Cartier dans le parc Saint-Henri, le site web du Bureau d'art public la décrit d'une manière qui semble dénuée d'un sens critique. Point focal du parc Saint-Henri, le monument fontaine est situé au centre d'un bassin et repose sur une base octogonale décorée de joncs de marais. Sur cette base s'appuient 4 larges vasques qui alternent avec 4 colonnettes surmontées de coupelles à jet d'eau. Au centre, 4 castors s'agrippent à la base du socle. Le haut du monument comporte 3 sections. La partie inférieure est ornée de branches de feuillage nouées d'un ruban et de têtes d'Amérindiens. Celle du centre est recouverte d'inscriptions relatant les épisodes de la carrière de Jacques Cartier. Finalement, la section supérieure est percée d'une ouverture donnant passage à la bouche d'un canon jet d'eau. Au sommet du monument, la sculpture de Jacques Cartier, représentée comme un vaillant explorateur, est coiffée d'une toque et porte la cape et les culottes bouffantes à la mode de François Ier. Sa main droite repose sur le baudrier de son épée et son bras gauche levé pointe la main vers l'ouest. À ses pieds, la base d'un tronc d'arbre, symbole d'un pays à défricher, lui tient lieu de décor. Le parc Saint-Henri s'appelait Parc Jacques Cartier à sa création en 1890. Le maire de la ville de Saint-Henri, Eugène Gay, avait acheté le terrain pour créer une place publique réservée à l'élite des gens d'affaires du secteur. Inspirée des jardins italiens du 16e siècle, la place d'origine avait été aménagée avec gazon et arbres et équipée d'une douzaine de bancs pour favoriser la détente. Le maire a fait une collection pour embaucher Joseph Arthur Vincent afin de créer une fontaine en fonte de style Second Empire surmontée d'une statue de Jacques Cartier. Vincent sculpta la statue en bois recouverte de cuir repoussé, un moyen moins coûteux de créer des monuments impressionnants. Cette œuvre avait pour but de célébrer l'histoire canadienne-française en démontrant la domination de l'explorateur et colonisateur Jacques Cartier. Lors de son inauguration en 1893, 10 000 résidents assistèrent à la cérémonie, ce qui démontre la popularité du monument à l'époque. Au tournant du 20e siècle, des maisons de la haute bourgeoisie ont été construites autour de la place, dont une pour le maire lui-même. Lors de la création du parc Georges-Étienne Cartier en 1910, la place Jacques-Cartier est renommée Parc Saint-Henri afin d'éviter toute confusion. En 1957, la Ville de Montréal annonce son intention de déplacer la statue sur le Mont-Royal, ce qui provoque une vive réaction de la part des citoyens.
Bien que les habitants aient réussi à sauver le monument, dans les années 60, les citoyens de la classe moyenne supérieure ont commencé à délaisser progressivement le quartier. Le temps a fait ses ravages dans le parc. En 63, l'eau s'était infiltrée à l'intérieur du fragile monument qui commençait à s'effondrer. En 1979, il a été remplacé par une copie en résine d'époxy. En 1990, le comité Statue Lafayette, chargé d'améliorer le monument, est fondé. La statue originale a été restaurée et placée dans la station de métro Saint-Henri en 2001, tandis qu'une nouvelle version, moulée en bronze, était prête à se placer au sommet de la fontaine du parc. En 2012, la nouvelle statue est dévoilée dans le parc par le Bureau d'art public pour le 277e anniversaire de la visite de Jacques Cartier sur l'île, au coût de 83 000 $. Le comité Statue Lafayette a reçu le prix de la préservation du patrimoine pour ses activités de lobbying. Certains Montréalais s'étonnent que tant d'argent et d'efforts aient été consacrés à la restauration d'une statue célébrant le colonialisme, la domination et même le génocide, tandis que d'autres murmurent que la ville aurait dû l'enlever définitivement à cause des rumeurs persistantes selon lesquelles elle serait hantée. Bien que rares, des statues hantées existent et perturbent les gens dans le monde entier, comme décrit dans la vidéo YouTube « 10 Statues Haunted Caught on Tape ». Comme les autres, la statue montréalaise de Jacques Cartier est également connue pour contrarier les gens par ses singeries paranormales. Dans les années 1970, Marie-Josée, un pseudonyme, était une mère célibataire. Elle a rencontré un homme de la région qui avait un emploi stable et l'a rapidement épousé pour donner à sa fille une situation plus stable. Après le mariage, la famille s'installe dans une des majestueuses demeures autour du parc, sur la rue Agnès. Peu de temps après, elle commence à avoir des problèmes avec la statue de Jacques Cartier. La première nuit dans leur nouvelle maison était comme un rêve devenue réalité. Marie-Josée, son nouveau mari, était ravis de vivre dans une si belle maison ancienne donnant sur un parc victorien, avec beaucoup d'espace pour élever sa fille. Ils commandent du chinois et se mettent à l'œuvre pour s'installer. Vers 21h, Marie-Josée est en train de mettre sa fille au lit quand elle entend un rire venant de l'extérieur. Elle ouvre la fenêtre pour voir s'il y a des adolescents turbulents dans le quartier, mais ne voit personne dans la rue ou dans le parc. Bien qu'elle ne sait pas d'où il vient, elle perçoit que c'est le rire d'un homme. Il devient de plus en plus fort et se transforme bientôt en un mélange de ricanement et de rire. Peu impressionnée, Marie-Josée ferme la fenêtre et son loquet, mais elle peut encore entendre le rire dérangé, bien que étouffé. « Maman, pourquoi quelqu'un rit dehors ?» demande sa fille. « J'ai peur. » Marie-Josée dort avec sa fille cette nuit-là et le rire diabolique continue toute la nuit. Le lendemain matin, elle sort et traverse la rue en direction de la place Saint-Henri pour voir si elle pouvait trouver des indices sur ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle a vu des gens sur les bancs qui nourrissaient des pigeons et des écureuils se faufiler entre les arbres. Au centre du parc, elle remarque la grande fontaine et au sommet de celle-ci, un homme triomphant avec une épée posée sur une souche d'arbre. Elle lit la dédicace. Il ne s'agit que de Jacques Cartier, l'homme dont elle a entendu parler dans ses cours d'histoire au secondaire. Dans les années 1500, il avait découvert le Canada et revendiqué le territoire pour le roi de France. Elle lève les yeux vers la statue et l'étudie quand quelque chose attire son attention, les yeux de la statue. Il semble la fixer. Elle se déplace, gardant son regard verrouillé, mais on dirait que les yeux de la statue suivent les siens, presque comme s'il lui jetait un regard sale. Marie-Josée est encore plus choquée quand il lui semble que la statue lui sourit. Était-ce son imagination? Elle recule lentement, mais peu à peu certaine que les yeux de la statue la suivent réellement. Elle rompt le contact visuel avec la statue menaçante et se retourne pour rentrer chez elle, mais c'est alors qu'elle entend à nouveau le ricanement qui semble provenir de la statue. Ce soir-là, lorsque son mari rentre du travail, Marie-Josée lui parle de la statue troublante. « Et alors ?» demande le mari, expliquant. « Il est le fondateur du Canada et a parfaitement le droit de faire ce qu'il veut. »« Oui, » dit Marie-Josée, « mais c'est une statue. » Son mari hausse les épaules, pousse un soupir
Il lui demande de lui apporter une bière bien froide avant d'allumer la télévision pour regarder le hockey. Au cours des jours suivants, Marie-Josée et sa fille continuent à être troublées par les ricanements et les rires malicieux qui semblent provenir de la statue. Ça devient de plus en plus insupportable. Elle invite alors une amie médium et lui parle de ses problèmes. Celle-ci enquête et l'informe que la statue est, en effet, hantée. Elle explique que l'explorateur colonial avait fait beaucoup de mauvaises choses et était essentiellement un homme très arrogant. Les éclats de rire de la statue seraient le reflet de ses méfaits. Marie-Josée informe son mari qui hausse les épaules de nouveau et allume la télévision. Elle devient de plus en plus exaspérée et lui dit que sa fille et elle ne peuvent pas continuer à vivre dans des conditions aussi insupportables. Elle veut déménager. « Mais chérie, nous venons d'aménager dans cette magnifique maison. Nous avons signé un bail pour 1 an. Laisse-moi regarder le hockey en paix. »« Oui, mais cette maudite statue nous rend folle. Nous voulons vivre ailleurs, dans un lieu plus paisible. » Une discussion animée en découle et bientôt des cris retentissent dans toute la maison. La fille de Marie-Josée commence à hurler. Réalisant qu'elle se trouve dans une situation impossible et en colère contre son nouveau mari insensible, Marie-Josée décide de le quitter le soir même, accompagnée de sa fille. Même s'ils ont essayé de tout arranger au cours des mois suivants, la relation s'est finalement soldée par un divorce. Plus récemment, en 2014, un groupe de touristes coréens était en visite à Montréal et le parc Saint-Henri faisait partie de leur itinéraire. Le guide officiel voulait enseigner aux touristes l'histoire de Jacques Cartier, le père du Canada moderne. Il avait appris l'importance de Jacques Cartier dans ses cours d'histoire du secondaire et dans le cadre du programme de guide touristique de l'ITHQ, qui se positionne comme une des meilleures écoles de tourisme au Canada. Quand ils arrivent sur la place, le guide montre fièrement la fontaine sculpture et toutes ses particularités, soulignant que Jacques Cartier avait revendiqué toute cette terre pour le roi de France et que la statue symbolisait la domination européenne sur les Autochtones, les animaux et les plantes du Nouveau Monde. Le guide est sur le point d'expliquer comment la découverte de Jacques Cartier avait conduit au Canada moderne lorsqu'une des touristes coréennes pointe soudainement la statue, hurle, puis s'évanouit. Le guide se précipite à son secours et commence à asperger de l'eau de la fontaine sur son visage pour tenter de la réanimer. Quand elle reprend ses esprits, elle commence à crier en coréen avant de se relever et de fuir. Le guide, sous le choc, demande aux autres touristes ce qu'est le problème. « Elle a vu du sang », déclare l'un d'eux, sortant de la bouche des têtes amérindiennes décapitées. Le guide s'en est moqué à l'époque, mais l'expérience le hante depuis. Quand il est saoul, il raconte parfois l'histoire, toujours incrédule. Que Jacques Cartier, de l'au-delà, garde un œil sur les Montréalais ou que ces histoires soient l'œuvre d'imagination débordante, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, le site est riche en histoire et un bon candidat pour le paranormal. Avez-vous eu des expériences particulières avec cette statue ou une autre statue à Montréal ou dans la région? Faites-nous en part dans les commentaires. Je vous invite également à vous abonner, activer les notifications et si vous l'avez aimé, aimez la vidéo. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.